Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 octobre. Le titre du jour est Résistance en approche. Elles ont même été touchées ce matin sur le CAC, sur le DAX. Depuis à peu près une semaine, nous suivons des beaux mouvements haussiers sur les indices européens, un beau rattrapage alors que les indices américains sont particulièrement neutres. Le CAC 40 a atteint la zone des 4550, ce sont ses plus hauts en cours de clôture du mois de septembre. Le DAX, la zone des 10 750, soit ses plus hauts des dernières semaines. Voilà, nous sommes donc sur des résistances. Aujourd'hui, nous avons peu de statistiques, pas de statistiques américaines, donc peu de catalyseurs. Aujourd'hui, il est à noter aussi que nous sommes le troisième vendredi du mois. C'est donc la journée de la fin des échéances, les fameuses 3 sorcières. Donc on peut avoir un peu de volatilité cet après-midi. Et je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission et également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, comme tous les jours, on voit les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je peux répondre à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 atteint sa résistance des plus hauts de septembre à 4550 points ce matin. Le DAX fait face à une zone de résistance moyen terme à 10 750-10 800 points. Le VIX gagne 0,95% à 15,97 points. Il est toujours bas, il est toujours signe d'une certaine complaisance, mais la complaisance n'empêche pas, quand on est sous des résistances, d'assister à des prises de bénéfices éventuelles. Le pétrole WTI perd 3% en 48 heures, il est à 50,25 $. Il a échoué pour l'instant sous ses plus hauts annuels à 51,5 $. Pour autant, la consolidation reste relativement soft. On n'a pas un gros mouvement vendeur qui s'est mis en place et qui signifierait que l'échec est cuisant. Pour l'instant, c'est une stabilisation, une consolidation sous ce niveau. On n'a pas cassé de support, donc le suspense reste à son comble. Et puis on notera parallèlement à ça un nouveau plus haut mensuel sur le dollar index à 98,5 points. Le dollar index, cela fait 3 semaines qu'il est particulièrement haussier. Tous les jours, on le répète, tant que le dollar index ne casse pas de support, les paires en dollars et les actifs dénominés en dollars restent sous pression. Si et seulement si ce dernier matérialisait une figure de retournement, alors des rebonds techniques pourraient prendre forme sur les paires en dollars notamment. En termes d'actualité macroéconomique, les marchés européens ont fini en hausse hier, soutenus par les propos accommodants de Mario Draghi. En effet, nous avons fait ensemble une émission live BCE hier à 14h15. Mario Draghi n'a pas parlé du tapering, c'est-à-dire du ralentissement des achats d'actifs. Il n'a pas parlé de l'allongement potentiel du quantitative easing après mars 2017, mais il a expliqué qu'une interruption brutale du programme de rachat d'actifs est peu probable et cela a suffi pour soutenir les indices européens et le secteur bancaire. Theresa May a déclaré « Le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne, mais nous continuerons à jouer pleinement notre rôle jusqu'à notre départ et nous serons un partenaire fort et fiable après notre départ. » Donc Theresa May continue de travailler ses partenaires pour que le Brexit puisse se faire dans de bonnes conditions. En France, Alain Juppé, crédité de 40%, plus 1 point, et Nicolas Sarkozy de 34%, moins 1 point, selon l'institut de sondage Harris. Et plus on va avancer dans le temps, plus on va parler justement de ces fameuses élections en France. Enfin, l'indice de Hong Kong est fermé ce vendredi en raison d'un typhon qui touche l'île.
Côté action, on a Technicolor qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 30%, en ligne avec les attentes, mais malgré tout, les opérateurs auraient espéré mieux. Le titre est sanctionné et perd 7% ce matin. On le verra dans la partie graphique, il revient néanmoins sur une zone de support clé qu'il devra tenir pour maintenir sa tendance haussière de fond. Si on casse ce niveau, ce serait une mauvaise chose pour le titre. Solocal est toujours suspendu. La société indique que son nouveau conseil d'administration s'est réuni dans un climat de travail très constructif et donc on verra à la reprise de cotation du titre Solocal, mais en tous les cas, cela pourrait être une bonne nouvelle. Essilor a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,4% au T3, mais ce n'est pas suffisant. Le titre est sanctionné et est la plus forte baisse du CAC 40 ce matin à moins 5%. On le verra en données mensuelles, Essilor commence un petit peu à s'essouffler. Boiron a publié un T3 décevant, baisse de 5,1% par rapport à 2015 et le titre était également sanctionné ce matin. Manitou fait état de revenus en croissance de 6% sur 9 mois. Le titre était recherché à l'ouverture. Et puis enfin, Valeo surperforme le secteur automobile de 7 points sur sa croissance et le titre enregistrait de nouveaux records historiques ce matin. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'à part Essilor, qui est en baisse de 5%, aucun titre n'est en hausse de plus de 1% ou en baisse de plus de 1%. On est donc dans un marché particulièrement stable. C'est la fin de la semaine, on est sous des résistances, on se stabilise et on n'a pas de catalyseur particulier ce jour en termes de statistiques, si ce n'est que nous sommes aujourd'hui donc le jour des 3 sorcières. Côté statistiques passées, forte hausse des ventes au détail en Angleterre au T3, plus 1,8%. C'est la plus forte croissance sur un trimestre depuis le 4e trimestre 2014, contre un consensus à plus 0,4%. Donc on a eu des chiffres bien meilleurs. Les ventes de logements ont augmenté de 3,2% en septembre à 5,47 millions d'unités contre 5,3 millions d'unités attendues aux États-Unis. Et puis la croissance de l'activité économique américaine, l'indice de la Fed de Philadelphie, a reculé moins que prévu à 9,7 points alors que le consensus attendait 5,3 points. Ce jour, pas de statistiques majeures. À 14h30, on suivra les chiffres du Canada et à 16h, la confiance des consommateurs en zone euro. Et puis pour finir cette première partie, voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. C'est un biseau ascendant en données 4 heures sur le CFD UK 100, donc le FTSE. C'est un biseau ascendant, il y a donc 80% de chances que l'on en sorte par le bas et que l'on consolide. Néanmoins, une sortie par le bas n'est pas non plus garantie. On attendra donc la sortie validée en clôture de cette figure. Si on en sort par le haut, c'est quand même très positif et on pourrait retrouver les plus hauts récents à 7130, qui d'ailleurs coïncident avec les plus hauts historiques du FTSE. Si on en sort par le bas, eh bien, on aura donc une consolidation, une respiration de marché qui se mettrait en place. On va passer sur les graphiques et on commence par le CAC 40. Donc le CAC 40 a très bien tenu son cluster de support ici, le bas de son triangle et sa MM200 jeudi dernier. Il s'était repris vendredi dernier. En début de semaine, on a eu les bancaires qui se sont reprises et qui ont tiré les cours. Ensuite, le pétrole qui a tiré les cours. Ensuite, la BCE qui a tiré les cours. Les bancaires se sont reprises. Deutsche Bank continue de s'apprécier grâce à l'entrée à son capital de nouveaux actionnaires. Donc voilà, on a eu un sentiment de marché globalement positif cette semaine. C'est ce qui a permis aux indices européens d'opérer un certain rattrapage sur les indices américains, alors que les indices américains restent relativement stables. Donc voilà, à 4550 sur le CAC, on a les plus hauts du mois de septembre en cours de clôture. À 4560-70, on a les extrêmes, les petites mèches. Donc voilà, on est pile poil sous une résistance. On est sorti d'un triangle et si on arrive à dépasser la résistance, eh bien on peut aller chercher des niveaux supérieurs. Sinon, on pourrait échouer sous la résistance, revenir sur le triangle,
Théoriquement, puisqu'on est sorti de ce triangle et qu'on l'a validé, un pullback sur 4500 n'est pas impossible avant une éventuelle reprise de la hausse dans le sens de la tendance et dans le sens exprimé par ce fameux triangle. Donc voilà, jusqu'ici, l'analyse technique était particulièrement haussière. On est haussier depuis 3 mois, depuis 1 mois, depuis une semaine. Mais voilà, c'est la fin de la semaine, on arrive sous des résistances et on ne va donc peut-être pas les dépasser en ligne droite. Peut-être va-t-on assister à des prises de bénéfices. C'est la même situation sur le DAX. Le point positif d'hier, c'est que le DAX a cassé la zone des 10 680, 10 700 points. Il s'est posé dessus ce matin. Néanmoins, vous pouvez voir que le DAX fait face à des résistances majeures. On a les plus hauts en clôture du mois de septembre qui sont à 10 740. On a ici à 10 760 le gap annuel du DAX et juste au-dessus, on a les 10 800, les plus hauts du mois d'août. Donc voilà, on a une belle série de points hauts précédents et de résistances qui passent dans la zone actuelle. On a bel et bien une tendance haussière de fond, on a bel et bien une tendance haussière depuis 1 mois et depuis une semaine. Néanmoins, on est vendredi sous résistance et des prises de bénéfices ne sont donc pas à exclure. D'autant plus qu'aux États-Unis, le S&P 500 n'arrive pas à dépasser la zone des 2150 sous laquelle il a bloqué hier. Il est posé sur les 2137 points qui sont ses anciens plus hauts historiques datant de 2015. C'est la petite ligne orange ici qui passe sur mon graphique. Donc voilà, le S&P est très neutre et si on finit la semaine de la sorte ou avec une petite consolidation, eh bien cela pourrait avoir une répercussion sur les indices européens et donc une consolidation également. Et puis enfin, le VIX, le Volatility Index, est toujours bas, est toujours en tendance haussière, mais on peut voir qu'il se reprend un petit peu aujourd'hui, ce qui pourrait corroborer donc des prises de bénéfices sur les indices boursiers. On va regarder maintenant les actions françaises et on va voir quels ont été donc les derniers mouvements. À la baisse, on retrouve Technicolor. Alors Technicolor, je veux vous montrer un graphique. C'est un graphique en données hebdomadaires sur les 5 dernières années. Donc vous pouvez voir que le titre Technicolor est dans une tendance haussière de long terme. On a une oblique qui passe par tous les plus bas depuis 4-5 ans. Et là, en données journalières, si on zoome sur la situation, eh bien, la situation ressemble un petit peu à ce que l'on a fait au mois d'avril. Ici, au mois d'avril, on baissait, on est venu chercher l'oblique haussière, puis on est reparti à la hausse. Ensuite, on a eu un grand range qui s'est opéré sur le titre. Et là, vous pouvez voir qu'on est à la croisée des chemins. On est donc pile poil sur l'oblique haussière de long terme et pile poil sur un niveau horizontal de prix, un support. Donc si et seulement si Technip arrive à tenir cette zone de prix, eh bien les acheteurs pourraient tenter de reprendre la main dans le sens de la tendance de long terme. Si par contre Technip venait à casser ce support et donc son oblique de long terme, eh bien la donne changerait. Boiron a publié et le titre est sanctionné ce matin. Boiron était dans une belle tendance haussière depuis le mois de février. Le titre est passé de 60 à 90, il a donc pris 50%. Il est donc légitime qu'avec une publication de résultats un petit peu inférieurs aux attentes, les opérateurs prennent des bénéfices. Néanmoins, vous pourrez remarquer que depuis que le titre a ouvert ce matin, eh bien, les acheteurs en ont profité pour se placer dessus. Donc, tout n'est pas joué. Ici aussi, on a ouvert sur un support. Et même si à court terme, la publication est un petit peu décevante, n'oublions pas qu'il y a une tendance de fond en rappel. Essilor baisse de 5%, c'est la plus forte baisse du CAC et je voulais vous montrer ce graphique long terme sur Essilor. Vous pouvez voir qu'Essilor est une action magnifique. Depuis 2009, le titre est passé de 27 à 125 €, donc il a pratiquement fait x5. Et vous pouvez voir que depuis à peu près 1 an et demi, le titre est en perte de vitesse. Vous pouvez également noter que nous avons ici un double échec à 127 €, un double top de long terme à 125 €, excusez-moi. Donc voilà, à long terme, ce mois-ci, vous pouvez voir également que pour la première fois, Essilor est susceptible de casser sa moyenne mobile à 20 mois. Donc on parle bien ici de très long terme.
On casse la moyenne mobile à 20 mois, les vendeurs prennent la main et donc on est susceptible de revenir sur les supports, sur les plus bas travaillés en 2015, potentiellement donc la zone des 102-103 euros. Pour l'instant, en tous les cas, donc en données très long terme, c'est haussier, mais on voit bien que ça ne monte plus depuis un an. En données hebdomadaires, on a cassé les supports, les moyennes mobiles se retournent et on est donc susceptible de revenir vers une zone de soutien et on verra alors si les acheteurs sortent du bois. Dans les baisses, on retrouve aussi Valorec. Valorec, on avait vu ensemble qu'il fallait que le pétrole dépasse ses plus hauts annuels et accélère pour qu'elle puisse aller plus haut. Pour l'instant, elle est toujours dans un trend haussier, mais il faudrait que le pétrole se reprenne et arrive à casser ses plus hauts annuels pour que le titre continue sa course. A contrario, on pourrait avoir des prises de bénéfices. Et puis on notera aussi que les biotech sont toujours délaissées. Selectis enchaîne sa 9e séance consécutive de baisse. Nicox est également dans une belle série baissière. N'oubliez pas concernant les biotech que Hillary Clinton fait pression. En effet, Hillary Clinton n'a jamais été très positive pour les biotech et le secteur pharma puisqu'elle a souvent critiqué les prix des médicaments. Donc le fait que la probabilité qu'Hillary Clinton soit présidente est forte, eh bien cela pèse sur les biotech en général et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se reprendre. Dans les hausses du jour, on retrouve Valeo qui surperforme le secteur automobile. Donc là aussi, je vais vous montrer un graphique de long terme. Depuis la fin 2012, le titre est parti dans une superbe tendance haussière. Entre 2015 et la mi-2016, le titre était dans un large triangle de consolidation. On en est sorti par le haut au mois d'août et depuis, c'est un rallye haussier qui a pris forme. Alors ce matin, on me posait la question, est-ce que le titre Valeo peut aller plus haut? Eh bien écoutez, la réponse est très simple. Tant qu'on n'a pas de renversement, tant qu'on n'a pas de chandelier baissier, tant qu'on n'a pas de cassure de support, le titre Valeo est haussier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières et pourrait donc éventuellement continuer sa course. Dans les hausses, on retrouve aussi Manitou. Donc Manitou, je vous ai pris un graphique hebdomadaire. Le titre Manitou a réagi sur les 15 euros, il se reprend ce matin. Néanmoins, vous voyez que depuis le début de l'année 2016, on est dans un large triangle entre 14,50 et 16 euros. Il faudra s'échapper de ce triangle en données hebdomadaires, soit à la baisse, soit à la hausse, pour donner un trend de moyen terme. Et puis Genfit se reprend un petit peu, c'est une des seules biotech si vous voulez où la spéculation me semble accrue, c'est-à-dire que contrairement à Nicox et à Selectis, à chaque fois que les indices tentent de se stabiliser, eh bien Genfit tente des rebonds techniques. Pour l'instant, ce n'est pas encore cela. Si on regarde un graphique de long terme, alors je ne sais pas pourquoi mon oblique n'est pas bien placé. Mais, alors attendez, moi je pensais que j'avais plus d'historique sur la valeur, mais en gros, en traçant une oblique qui passait par tous les plus bas, j'arrivais à trouver, voilà, il me faut cet extrême-là et cet extrême-là. Donc voilà, en prenant le plus bas ici de mars 2015, en prenant le plus bas ici de janvier 2016, sur Genfit, on voit ici dans la zone des 16,50-17 euros qu'on a une oblique basse qui passe. Donc soit Genfit va chercher son support oblique de long terme et y réagit positivement, soit Genfit arrive à casser sa résistance des 19,36. L'une ou l'autre des solutions serait positive. A contrario, sans réaction haussière, c'est un titre qui est baissier et délaissé pour le moment. Et puis dernier titre que je voulais vous montrer, c'est ST Microelectronics, qui est toujours en belle performance, qui est toujours dans une tendance haussière. Depuis ici l'été, on est sorti par le haut et on est parti violemment à la hausse. Donc on est bel et bien dans une tendance haussière. Par contre, il va falloir faire un petit peu attention sur ce titre, puisque en données hebdomadaires, ici, on va approcher d'une zone qui avait été très travaillée en 2013. Donc vous voyez à quel point de temps à autre, notamment suite à des publications de résultats, il est intéressant de prendre des graphiques en données hebdomadaires ou des graphiques en données mensuelles. Ça permet un petit peu mieux de prendre du recul sur la situation. Alors,
Stéphane, je regarde un petit peu vos questions avant de passer à la suite. Alors, Loïc me dit bonjour, après ABC arbitrage, on peut peut-être tenter des achats sur Essilor. Alors, sur Essilor, je vous en ai parlé. La tendance est baissière à court terme. Le titre est délaissé. Le prochain support apparaît à 102 euros. Donc, pour l'instant, les vendeurs gardent la main. Marie-Cécile me dit bonjour Nicolas, concernant Technip, hier sur Twitter, vous disiez que l'action avait fait un breakout. Est-ce que cela ne doit pas être confirmé pour espérer aller plus haut malgré les positions vendeuses de deux hedge funds et la baisse du pétrole? Alors en fait, c'était vraiment un tweet factuel. C'était un tweet, c'était une constatation. Alors que le titre Technip hier était sous une résistance, on bloquait ici sur la zone des 59,50, 60 euros. Eh bien, alors que le pétrole consolidait hier de plus de 1%, le titre Technip partait à la hausse. Donc ça voulait dire que les acheteurs étaient vraiment très forts. Parce que pour que le titre casse ses plus hauts des 10 dernières séances, alors que le pétrole était baissier, c'est vraiment que le mouvement de fond est puissant. J'ai quelqu'un qui me disait, oui, mais les parapétrolières, ça va pas être forcément facile. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est même le PDG de Technip hier en conférence de presse qui a dit qu'il s'attendait à une année 2017 et 2018 notamment difficile pour les parapétrolières. Parce que avec un niveau du pétrole relativement bas, eh bien les investissements des sociétés pétrolières restent réduits. Néanmoins, malgré les propos du président de la société, malgré le pétrole en baisse, le titre Technip continuait d'être recherché. Donc j'ai factuellement fait un état des lieux en disant qu'il était très positif de voir le titre continuer à la hausse. Enfin, ce n'est pas parce qu'il y a des hedge funds positionnés à la vente sur un titre qu'il doit baisser. S'il y a des hedge funds à la vente, il doit aussi certainement y en avoir à l'achat. Et puis pour finir, concernant Technip, je vous rappelle qu'on était dans un canal baissier entre 2013, 2014, 2015 jusque la mi-2016 et que cet été, on a réussi à violemment casser la résistance des 55 euros. Et j'ai l'impression que depuis qu'on a cassé cette zone de prix, eh bien, il y a un courant acheteur qui s'est développé parce que justement, on est sorti de la tendance baissière et on a donné un signal de moyen long terme. Donc parfois, il faut sortir un petit peu des considérations de court terme, du pétrole qui consolide, car pour des sociétés pétrolières, un pétrole qui se stabilise ne serait-ce qu'au-dessus des 50 $, c'est une bonne chose. Alors concernant Technip, dernière chose, voici donc le calcul du range dans lequel le titre était bloqué entre 45 et 55 entre le mois de février et le mois de septembre. On a réussi donc à sortir violemment de ce range et en théorie, en analyse technique, on prend la hauteur du range et on le reporte à la hausse. Vous voyez que le range faisait à peu près 20% et 9 euros, 9 euros, 9 euros, 9 euros, ça nous donne à peu près un objectif théorique ici, à 63,60. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le passé pour voir si ça correspond à une zone de résistance. On va se mettre en données hebdomadaires pour voir un petit peu mieux. Et on va constater qu'ici, on a effectivement une résistance vers 64 euros. Donc, je ne dis pas que Technip va continuer en ligne droite, mais techniquement parlant, en analyse technique, on était dans une tendance haussière, on est sorti d'un range, on prend la hauteur du range, on le reporte à la hausse et ça donne un objectif théorique haussier vers les 64,50 € qui correspondent en plus de cela au plus haut du mois de avril 2015. Ensuite, Manu me parle du SP500, on reviendra dessus tout à l'heure. Jean-Jacques me dit, y a-t-il une tranche horaire à considérer dans la journée du vendredi quand il y a des prises de bénéfices avant le week-end? Non Jean-Jacques, ça peut commencer dès le début de la journée et ça peut généralement s'accentuer en fin de journée. Alors ensuite, j'ai une question de Pascal sur Sequana. Ça fait pas mal de fois que vous me posez des questions sur Sequana, Pascal, j'ai l'impression que vous vous y intéressez beaucoup. Si ce n'est, je ne l'espère pas pour vous, que vous êtes englué sur la valeur. Donc Sequana, c'est un canal baissier depuis l'été 2015, une forte tendance baissière. On est passé de 5,30 €
à 1,60 €, donc pratiquement une division du cours par 3. En données journalières, Sequana, ça donne ceci. Ça donne un double bottom potentiel. On en avait d'ailleurs parlé ensemble. Voilà, donc vous prenez votre zone de support. On a ici un test, deux tests. On peut voir que la tendance de fond est baissière. Et on peut voir qu'on a un range. Donc, si le titre Sequana arrive à casser les 1,85, il peut aller chercher la zone des 1,90-92 et la borne haute de son canal baissier. Si le titre Sequana, à un moment donné, devait réussir à casser la zone des 1,90 violemment à la hausse et à s'extraire de son canal baissier de long terme, bah, ce serait un peu comme Technip. Les vendeurs perdraient la main et un courant acheteur pourrait naître. Pour l'instant, le titre Sequana est dans un rebond technique de court terme, dans une tendance baissière de très long terme. Donc on attend d'éventuels signaux. Michael me dit: bonjour Nicolas, moi je travaille les actions en semaine et j'ai repéré Orpea qui n'est pas mal. Si elle vient rebondir sur son oblique de tendance haussière, qu'en penses-tu? Alors on va regarder Orpea. C'est bien que vous ayez des questions sur les actions parce que sur les matières premières et le Forex, ça bouge pas beaucoup. En plus, moi, les actions, j'aime bien cela. Alors, Orpea, vous me parlez d'Orpea. Donc, Orpea, c'est une belle tendance haussière de fond. Ça, c'est clair. La société Orpea, c'est des spécialistes dans les maisons de retraite. Donc, belle tendance haussière de fond. On a sur Orpea un niveau horizontal ici très clair vers 75,50. Donc on a une tendance de fond haussière. On a une ancienne résistance vers 75,50 qui a été cassée, qui pourrait faire support. Donc si vous cherchez une zone de support clé en données hebdomadaires, je vais la considérer, on va dire, entre 74 et 76 €. Tant que le titre Orpea est au-dessus des 74-76 €, on est dans une tendance haussière de moyen long terme et le titre pourrait continuer de monter vers ses plus hauts, voire de nouveaux records. Si par contre on venait à casser les 74 €, là il faudrait redevenir prudent. Pascal nous dit: Total reste coincé sous son oblique haussière. Effectivement Pascal, pour que le 440 puisse finir l'année en beauté, il faudrait que Total arrive aussi à finir l'année en beauté. Et pour que Total arrive à finir l'année en beauté, il faudrait qu'elle casse les 45 €. Et pour qu'elle casse les 45 €, il faudrait, je pense, que le pétrole WTI casse ses plus hauts annuels à 51,50 et continue de grimper. À la vue des dernières publications des stocks, le marché pétrolier est quand même soutenu et par des stocks en baisse et par des spéculations sur un hypothétique gel de la production des pays producteurs en fin d'année. Donc pour l'instant, Total tient très bien. On est sous résistance. Ça fait 6 mois à peu près qu'on travaille cette résistance. Autant dire que si on devait la passer, si on devait casser les 45 €, accompagné par un WTI au-dessus des 51,50, on pourrait avoir une accélération de Total vers les plus hauts de novembre 2015 à 47 €. Ça ferait à peu près, donc 2 €, ça ferait à peu près 4,5% de hausse sur le titre. Et ce serait un soutien aux indices et au 440, bien évidemment. Par contre, permettez-moi de rester pragmatique, tant qu'on est sous les 44, 50, 45 € et que le pétrole n'accélère pas, eh bien il est légitime que que Total reste coincé. Stéphane me dit qu'il était en congé cette semaine et qu'il a pu nous suivre et qu'il a beaucoup appris. Il est dans le vert sur la semaine. Eh bien Stéphane, je suis ravi pour vous. Ensuite, on a d'autres questions sur le Forex et les matières premières. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Les matières premières. Alors, dans les matières premières, on a le sucre. On va se mettre en données journalières. Alors, le sucre est en tendance mensuelle, hebdomadaire, haussière. Par contre, en journalier, il commence un petit peu à plier. Il fait des plus hauts de plus en plus bas. Il est sorti d'un triangle par le bas. Donc, il pourrait revenir vers son support ici des 21,50 tant qu'il reste sous la borne basse de son triangle vers 22,20. Donc, pour le moment, les vendeurs ont la main à court terme
et on pourrait revenir vers le support à 21,50. 21,50 ce sera un seuil clé. Si on y revient et qu'on y rebondit, on peut repartir dans le sens de la tendance. Ça voudrait dire que la consolidation qu'on a depuis un mois n'était qu'une purge avant un retour en force des acheteurs, un peu comme ici au mois de juin-juillet. On a une consolidation baissière avant de redémarrer, donc la baisse n'est pas forcément acquise. Par contre, si on vient sur les 21,50 et qu'on les casse, on casse l'oblique de moyen long terme et alors on pourrait constater plus de dégagement. En tous les cas, pour l'instant, cela reste une possibilité. Sur le jus d'orange, c'est toujours quitte ou double. On avait une tendance haussière, on a une tendance baissière. Les cours se sont un petit peu neutralisés à court terme grâce à la hausse de ces dernières séances. On est pile poil sous les 196-197, un niveau horizontal, une oblique, c'est là que tout se joue. Si on arrive à dépasser ce niveau, on redémarre dans la hausse. Si on bute sous ce niveau aujourd'hui et qu'on part à la baisse, c'est que la tendance baissière pourrait perdurer en direction des supports suivants. Le pétrole, je vous le disais en début d'émission, il baisse, mais ce n'est pas dramatique. Regardez la façon dont les cours évoluent. On a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. On est donc toujours bien dans une tendance haussière. On peut même tracer une oblique ici qui passe par tous les plus bas. Donc pour l'instant, j'ai vraiment pas l'impression que c'est un échec cuisant sous les 1,51-1,50 qui pourrait engendrer un retournement violent du pétrole. J'ai tout simplement l'impression que c'est une prise de bénéfice légitime sous une résistance de moyen long terme. Et tant que la tendance haussière de court terme reste valide et qu'on ne casse pas des supports, on pourrait à tout moment retourner vers cette zone de résistance majeure. Et cette fois, si et seulement si on la dépasse, on pourrait avoir une belle accélération haussière et ce serait un soutien inconditionnel à tout le secteur pétrolier et parapétrolier. Le blé se stabilise, tout comme l'avoine, tout comme le maïs, après des mouvements haussiers. Bon, surtout sur l'avoine, le mouvement haussier. Sur le maïs et le blé, cette semaine, c'était très neutre. On est toujours dans des tendances haussières de court terme. Il faut faire attention que des supports ne cèdent pas, sinon ça voudrait dire que les vendeurs reviennent et auquel cas il faudrait être très prudent. Et puis l'or, comme vous pouvez le constater, a échoué sous les 1275. On avait parlé de la zone 1275, 1277. L'or est en effet dans un petit rebond technique depuis les 1250$. L'or pâtit des indices haussiers puisque y a de l'appétit pour le risque et donc les opérateurs ne se réfugient pas sur le métal doré. L'or pâtit aussi de la hausse du dollar américain qui continue son mouvement puissant en ligne droite. Si et seulement si le dollar américain venait à tout moment à consolider, l'or pourrait tenter de redémarrer à la hausse et d'aller chercher les 1277. Au-dessus des 1277, les 1290. Mais ça, c'est si et seulement si le dollar venait à baisser. Car si le dollar continue sa course et que les indices continuent à monter, eh bien, l'or pourrait tout aussi bien repartir à la baisse dans le sens de sa tendance qui est baissière depuis la fin du mois de septembre. Et puis maintenant, on va passer sur les devises. Alors Pedro me demande mon avis sur l'euro-dollar, Sophie me demande mon avis sur l'euro-yen. Alors on va regarder ça. Déjà, la première chose qu'on regarde, c'est ça. Voilà, donc ça c'est le dollar américain qui monte depuis la fin septembre. Ça fait un mois qu'il s'apprécie et ce n'est pas parce qu'il s'apprécie qu'il va redescendre. Si le mouvement haussier perdure, c'est que la tendance est forte. Pourquoi est-ce que le dollar monte autant? Je vous le rappelle, c'est parce que les probabilités de hausse de taux données par les Fed Funds au mois de décembre sont supérieures à 60%. Il se pourrait donc que les États-Unis montent les taux en fin d'année et qui dit hausse de taux dit soutien au dollar américain. Donc, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on ait un chandelier de retournement, une étoile filante, un avalement baissier, que sais-je, le dollar est haussier et c'est ce qui explique que les autres paires en dollars soient baissières. Après, dans les paires en dollars, souvenez-vous, je fais toujours deux groupes. Il y a un premier groupe, les dollars des antipodes, l'AUD et le NZD, qui sont quand même plus résistants. En effet, malgré une tendance haussière du dollar américain, l'AUD et le NZD ne chutent pas forcément. Au contraire, ils sont neutres.
L'AUD est neutre, il est dans un triangle, il a une tendance de fond haussière qui le soutient, il a une résistance qui a bloqué les cours. On est un peu au milieu des deux, donc là à court terme je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que sur l'AUD et le NZD, malgré la hausse du dollar, il faut noter la bonne tenue de ces paires. Donc souvenez-vous, on avait vu ensemble que le NZD et l'AUD avaient touché des bas de canaux la semaine dernière, on avait suivi la hausse sur le NZD et l'AUD, on avait vu les résistances. Si le dollar avait baissé, l'AUD et le NZD auraient pu casser leur niveau et accélérer. Malheureusement, voilà, malheureusement pour les acheteurs, mais heureusement pour les vendeurs, le dollar a continué et donc les cours ont échoué sous résistance et on consolide actuellement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'AUD et le NZD, même si à très court terme refluent depuis 48 heures, restent haussiers en données hebdomadaires à moyen terme. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si à tout moment on a un retournement baissier sur le dollar ou des prises de bénéfices appuyées, l'AUD et le NZD pourraient être les deux monnaies majeures à en profiter le plus contre le dollar américain. Contrairement à l'euro et la livre, le deuxième groupe, qui sont cette fois non pas dans des tendances haussières de moyen terme, mais dans des tendances baissières. Donc voilà, c'est ce que je vous explique depuis une semaine. L'euro-dollar, je ne cherche pas de support, je ne cherche pas de retournement, parce qu'il est baissier à moyen terme depuis 6 mois et en journalier depuis à peu près un mois. Tant que le dollar est haussier, l'euro-dollar est une paire baissière et sous pression. On a cassé, donc suite à la BCE d'hier, on a fait une petite réaction haussière sur le support, comme on l'avait potentiellement envisagé. La paire a gagné 80 points. Mais en fin de séance, c'est reparti à la baisse. Je vous ai posté le graphe sur Twitter, je vous ai dit que le chandelier du jour n'était vraiment pas beau, que les vendeurs gardaient pleinement la main. C'est ce qui explique qu'alors que le dollar monte aujourd'hui, l'euro continue de couler. Et le prochain support tangible sur l'euro ressort, techniquement parlant, dans la zone des 1,08, 1,0820. Donc il y a peut-être encore 60 à 80 pips à perdre sur l'euro-dollar pour pouvoir atteindre un support tangible sur lequel on surveillera une éventuelle réaction. Et puis la livre, c'est un peu différent. Elle est baissière, mais elle est moins baissière que l'euro parce qu'elle essaye de se stabiliser. On a eu un peu de hausse lundi, mardi, mercredi, on s'est stabilisé. Puis jeudi, vendredi, on consolide parce que le dollar est trop fort. Il est intéressant de voir que la livre ne fait pas de nouveau plus bas. Il est intéressant de voir que depuis à peu près 10 jours, elle essaye de faire des plus bas de plus en plus haut. Donc si à tout moment on a le dollar qui consolide, on pourrait voir la livre tenter quelque chose ici et rebondir. Par contre, si on casse l'oblique ici qui passe par les plus bas et que le dollar continue de monter, elle pourrait accélérer et revenir chercher le seuil psychologique des 1,20. Donc en gros, tant que le dollar est fort, l'euro est le plus faible, ensuite c'est la livre, ensuite c'est le NZD et l'AUD. Si le dollar doit baisser, les paires les plus fortes seront théoriquement celles qui rebondissent le plus, c'est l'AUD et le NZD, ensuite c'est la livre et ensuite ce serait l'euro. Et puis pour finir, on va regarder l'euro-yen pour Sophie, d'autant plus que nous n'avons pas la chance d'avoir beaucoup de demoiselles, de femmes avec nous, donc on va les choyer. Donc là, Sophie, je vous montre un graphique qui pour moi parle de lui-même. C'est la tendance baissière en place sur l'euro-yen depuis la fin de l'année 2014. Depuis la fin de l'année 2014, l'euro-yen est dans une tendance baissière très puissante. Et vous pouvez voir qu'avec l'Ishimoku, à chaque fois qu'on est revenu sous la Kijun, eh bien à chaque fois les vendeurs ont pris la main. Après on peut se mettre en données journalières. En données journalières, vous pouvez voir avec Ishimoku. Alors pourquoi j'utilise Ishimoku sur les paires en yen? C'est parce que Ishimoku fonctionne bien sur les paires en yen. Ne me demandez pas pourquoi. Ishimoku est une méthode japonaise. Le yen est la monnaie japonaise. À croire que tous les traders japonais utilisent Ishimoku et donc que cela fonctionne. En tous les cas, force est de constater qu'au mois de décembre 2015, puis ensuite en février, puis ensuite en mars, puis en avril, puis en mai, puis en juillet, puis en août, puis en septembre, à chaque fois qu'on est revenu sur le nuage ou le haut du nuage, on a baissé. Ici, on a tenté une petite sortie, mais rapidement, les vendeurs ont repris la main. Donc voilà, l'euro-yen, c'est une paire qui est baissière à moyen terme, qui est baissière à court terme.
Je vais retirer Ichimoku et il faut que vous preniez en considération donc que ici, on est en train de faire une sorte de triangle. Voilà, donc la tendance est baissière à moyen terme, la tendance est baissière en journalier. On approche potentiellement d'une zone de soutien ici qui se trouve vers les 112,50. Si l'euro-dollar devait aller atteindre les 1,08, 1,0820 et qu'à ce moment-là, l'euro-yen serait sur les 112,50, on pourrait avoir une réaction positive de l'euro et donc on pourrait avoir une tentative de rebond ici et de stabilisation des cours comme on l'a eu au mois de septembre. De là à parler de retournement haussier, de cassure par le haut, etc., on n'y est vraiment pas. Donc faites attention, ça reste quand même baissier dans toutes les unités de temps et pour entrevoir une stratégie haussière, il nous faudrait au minimum un chandelier de retournement haussier. Voilà, sur ce, c'était une matinale très complète. Cet après-midi, il se pourrait que ce soit mes collègues qui fassent l'émission car je suis susceptible donc de ne pas être là. De toute façon, je pense qu'on a vraiment fait un bon tour des marchés. On a vu ensemble donc que les marchés restaient complaisants, plutôt positifs, mais ce matin, le CAC et le DAX sont sous des résistances. Donc, sans catalyseur aujourd'hui, il sera difficile de dépasser ces niveaux. Concernant les actions, vous avez pu noter qu'il est très intéressant de mettre des graphiques de moyen terme pour pouvoir prendre du recul sur la situation. Sur les matières premières, on suivra le jus d'orange et le sucre qui doivent confirmer leur baisse de court terme. A contrario, on redémarre dans le sens de la tendance de fond. Sur le pétrole, tout n'est pas joué, on stabilise sous résistance et on peut repartir à la hausse dans le sens de la tendance à tout moment. Enfin, sur l'échange, le dollar is the king. Tant que le dollar est haussier, ces paires en dollars seront sous pression. Si à tout moment on voit un retournement du dollar, ne vous inquiétez pas, on en parlera et on verra à ce moment-là si des stratégies haussières sur les paires en dollars peuvent être envisagées. Frédéric me dit qu'est-ce que c'est que les trois sorcières? Je l'ai expliqué au début de cette émission, c'est le 3e vendredi du mois, c'est l'arrivée à l'échéance des produits sur les actions, les options et les futurs, c'est-à-dire qu'on arrive à terme sur les échéances mensuelles et qu'on passe sur les contrats suivants. On appelle donc ça la séance des trois sorcières car cela peut engendrer de la volatilité. Alors j'ai Manu qui me dit « Et moi ?» Effectivement Manu, j'allais vous oublier. Donc on termine avec vous sur le S&P 500. Alors Manu me posait la question et me dit « Le S&P 500 passe sous le nuage et la lagging span semble vouloir passer sous les cours. Qu'en pensez-vous » Alors, j'ai pas forcément, je vais prendre un graphique neutre, mais j'ai pas forcément besoin de regarder l'Ichimoku pour voir ce dont vous me parlez. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à court terme, on est dans une mini tendance baissière. Oui, donc là, c'est une situation un peu bâtarde. La lagging span ici, on a ici les plus bas des dernières séances. On est en train potentiellement d'essayer de casser le nuage. Mais vous voyez, Manu, c'est une situation de très grande neutralité. Et donc, oui, on a des éléments d'Ichimoku qui font résistance et peut-être qu'on va sortir du nuage. Mais sachant que c'est très neutre et très peu volatile, j'ai du mal à considérer cela comme un gros signal. Vous voyez, comme un signal d'importance. Alors là, pour être tout à fait franc avec vous, hier, le titre de mon émission sur le S&P 500, c'était échec sous les 2150 points. Donc on n'a pas passé les 2150, on est sous la MM15 jours, on est parti à la baisse depuis le début de la séance sur les marchés futurs. Il ne serait donc pas étonnant qu'on revienne sur les 2130, voire qu'on revienne peut-être tester les 2120 et le support du S&P 500. De toute façon, tant que le S&P 500 sera entre 2115 et 2145-50, ça reste une zone d'indécision en amont des élections. Et je n'ai pas envie de considérer des mini-signaux haussiers ou baissiers de court terme sur le S&P parce que les élections jouent le trouble fait. Donc oui, à court terme, sur les US, on n'a pas cassé les résistances et on est susceptible de revenir sur les supports et ou de se faire des petites frayeurs. Et c'est notamment la raison pour laquelle j'étais d'autant plus factuel ce matin sur les indices européens, car malgré la hausse de court terme, on est un peu suracheté, on est sous des résistances, et il se pourrait donc qu'on consolide en cette fin de semaine.
Voilà, 44 minutes de matinale. C'était l'émission la plus longue de la semaine. J'espère que cela vous a plu. Si je ne vous revois pas donc cet après-midi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit, un bon week-end. Et je vous retrouve avec très grand plaisir lundi matin à 10 h pour la matinale. Au revoir à tous.